Je vais donc m'intéresser à une partie de la population parisienne, en l'occurrence l'aristocratie, dont je vais me demander d'ailleurs si finalement elle est si parisienne que cela, en essayant d'échapper au poncif que vient de dénoncer Alexandre Gady. J'avais d'ailleurs pensé commencer mon propos par dire que j'allais faire un peu différemment des autres intervenants, et notamment d'Alexandre Gady. Je pensais être bloqué sur une année charnière, l'année 1715, mais justement, je vais le retrouver dans une perspective plus longue. Par contre, je ne parlerai pas justement d'architecture et d'urbanisme, mais d'histoire sociale et politique, en synthétisant notamment des travaux multiples en la matière, et notamment les travaux du groupe d'études parisiennes autour de Robert Desimon, de l'EHESS, de son séminaire de l'EHESS, comme par exemple Laurence Cros ou Mathieu Marot. Et puis, je ne vais pas être donc, sur un instant T, mais sur une évolution, sur un temps de Saint-Simon, de part et d'autre, donc de 1700 et de Louis XIV à Louis XV, et même en jouant un peu sur les mots pour tricher dans un but explicatif, et pour combiner justement des explications de temps long et de temps court que Alexandre Gady recommande justement, eh bien, je parlerai surtout du Paris au temps des Saint-Simon, et donc du père et du fils, en remettant un peu du Claude dans le propos. Il s'agit donc bien d'une perspective longue, et ainsi de caractériser le devenir d'un Paris aristocratique du XVIIe au XVIIIe siècle, en fait, notamment à travers les quelques indications que nous a laissées volontairement ou involontairement, plutôt, l'un de ses plus volubiles représentants, Saint-Simon, dans des notations qui sont parfois volontaires, mais plutôt indirectes. On l'a rappelé encore précédemment, forcément. Et puis aussi des archives matérielles, des traces indirectes, comme par exemple le jeu des successions des Saint-Simon, par exemple, ou des témoignages de journaux comme le Mercure, etc. Alors, pour me résumer de façon abrupte, et même simplificatrice, mais parlante du coup, je dirais qu'il y a bien sûr une évolution dans les rapports entre la monarchie et Paris, même si l'officialité des titres ne suit pas forcément. Rappelez que de Louis XIII jusqu'aux années 1660, il y a une capitale qui est Paris. De Louis XIV à 1715, il y a une capitale, autre d'ailleurs, qui est Versailles. Et avec la Régence, il y a à nouveau une capitale qui redevient Paris. Mais par contre, à partir de la fin de la Régence et sous Louis XV, dans les années 1720, il y a deux capitales, Paris et Versailles. Et on peut le dire du point de vue politique, on peut le dire à peu près avec sans doute des variations sur les dates, les bornes des périodes, pour la capitale culturelle. Par contre, on ne pourra pas le dire pour la cour officielle. Et ça va évidemment perturber la place, la nature, aujourd'hui on dirait l'identité de l'aristocratie présente à Paris sur cette longue période, qui est de plus en plus une aristocratie de cour, et selon la définition de Robert Desimon, définition non essentialiste, quand il dit que la noblesse est une relation sociale, eh bien c'est une noblesse qui est liée de plus en plus au roi et au pouvoir monarchique. Et donc sa relation à Paris ou à la ville se conforme de plus en plus à celle de la cour avec la ville. Et du XVIIe siècle au XVIIIe siècle, on va passer en quelque sorte de deux mariages, dans Louis XIII, au temps de la Régence, à nouveau, à deux divorces, avec une sorte de coexistence pacifiée qui ressemble d'ailleurs à la coexistence de bien des couples aristocratiques du XVIIIe siècle, où on est toujours mariés, mais on vit côte à côte, voire même séparés
géographiquement. Alors, pourquoi partir du temps de Louis XIII? Et là, je commence mon premier temps, le temps Louis XIII. Je dirais que c'est le temps du Saint-Simon aristocrate. Pourquoi partir donc du temps de Louis XIII et donc du père de Saint-Simon, de notre Saint-Simon, le compagnon de chasse d'ailleurs de Louis XIII et compagnon d'équitation, qui n'a donc a priori pas de rapport avec Paris. C'est parce que justement c'est de là que Saint-Simon, le fils, et la famille aussi, va tirer son rapport à Paris. Claude va devenir un Parisien et Saint-Simon va être, le fils, un Parisien, puisqu'il est né à Paris, en janvier 1675. Il est possessionné largement à Paris, où il habite à Paris, plutôt, avec ses hôtels qu'il occupe pendant très longtemps, comme son père, après de son père, plutôt l'hôtel de Selvois, rue des Saints-Pères, puis à l'automne 1714, l'hôtel presque voisin de la rue Saint-Dominique. Il est éduqué dans le quartier et toute sa vie, il habite et il fréquente Paris, où de ci, de là, des annotations nous apprennent, nous confirment qu'il y passe de nombreuses soirées, qu'il y reçoit fréquemment dans ces hôtels, et qu'il va d'ailleurs chez d'autres, qu'il y a une partie de ses loisirs, il est, on le sait aussi, féru d'architecture, intéressé par la peinture, qui devient quelque chose de très important aussi à l'époque. Il a la sociabilité, il a la mondanité de Paris de l'époque. Il est finalement d'ailleurs plus urbain que rural ou rustique, comme nous le rappelle Jean Nagle dans son histoire du faubourg Saint-Germain, et quand il définit ce qu'est la noblesse. La noblesse, ce sont des rustiques. Eh bien, notre Saint-Simon, nos Saint-Simon, mais surtout notre Saint-Simon, le fils, il passe son temps beaucoup plus à Paris que dans les campagnes, même si effectivement il va aussi beaucoup à la Ferté-Vidame. Et d'ailleurs, il partage son temps après 1723 entre Paris et la Ferté-Vidame pour l'essentiel. Il y a des éléments rustiques de la noblesse qui lui manquent d'ailleurs, même s'il a par ailleurs des revenus, des positions qui sont ceux de la noblesse traditionnelle, la noblesse terrienne, qui possède de nombreuses terres, de très nombreuses seigneuries, des possessions rurales de toutes sortes. Mais on peut remarquer qu'il y a de sa part un désintérêt vis-à-vis de cela qui est assez manifeste. Alors, pas rustique, par exemple, il ne chasse pas. Et puis, il se déplace de façon assez exceptionnelle dans la plupart de ses possessions campagnardes, à la différence d'ailleurs de Claude, notamment pour Blaye, qui ne va pas fréquenter de manière très très importante. Et puis, du point de vue seigneurial, l'essentiel de ses possessions, il les met en affermage. Je pense qu'il n'a pas une occupation de seigneur qui soit véritable, sauf quand il y a des questions de pouvoir, par exemple à Blaye, justement, sur la question de la nomination des échevins face au pouvoir royal. Alors, il y a donc une implantation au début du XVIIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle de cette noblesse qui devient aristocratique dans le sillage de la monarchie, d'un sillage entraînant, puisque il y a bien la volonté de reconquérir, de s'imposer à Paris. C'est plus Paris vaut bien une messe, qui a coûté cher à Henri IV et qui prolonge d'ailleurs justement par un projet d'investissement dans Paris, mais Paris vaut bien un hôtel. Et Jean Nagle, justement, dans l'histoire du Faubourg Saint-Germain et l'argent,
de 1994 nous rappelle la volonté d'Henri IV, reprise d'ailleurs par Louis XIII et Richelieu, de développer Paris comme une grande capitale monarchique, donc ça n'est pas que Louis XIV d'ailleurs, où la ville devient la cour, en quelque sorte, notamment avec le projet repris dans un édit de 1609, où il s'agit de créer 2 quartiers nobles pour accueillir les officiers du roi, qui sont aussi le plus souvent des nobles et des seigneurs. Ces 2 quartiers, c'est le Marais au sens large et le Faubourg Saint-Germain, dans un espace qui facilite leur implantation, car ils sont moins chers et les normes de construction que l'on donne à cette époque, que l'on dicte, font justement, dit Journal, de ressembler cet édit à une loi somptuaire. Ici, il s'agit de limiter justement les concurrences d'aspect pour permettre de baisser les coûts de construction et d'occupation par les officiers du roi. C'est une nécessité pour la monarchie qui doit reconquérir, gouverner Paris, soit un énorme organisme qui augmente encore fortement au XVIIe siècle. Alors, je repartirai sur les chiffres de l'annéographie qui sont le plus significatifs. Je vais très vite, simplement, donc, on estime 300 000 à la fin du XVIe siècle pour Paris et déjà plus de 400 000 à la fin du règne de Louis XIII, vers 1637, et 500 000 en 1680. Un organisme énorme et avec un rôle croissant d'ailleurs aussi du point de vue économique. On comprend justement que, par exemple, 1648 et la fronde parisienne soit un véritable problème, un problème de taille pour la monarchie de l'époque. Or, il y a effectivement une implantation noble. C'est Robert Dessimon qui le montre très bien dans ses travaux sous Louis XIII, et notamment donc, dans le quartier Saint-Germain, à l'exemple de Claude, mais dans un mouvement et dans un rapport qui est d'ailleurs ambigu avec la monarchie. Les rapports de la noblesse et notamment l'aristocratie, même l'aristocratie de cour, sont ambigus. Jean Nagle rappelle que il y a donc une implantation à Saint-Germain, mais c'est de la part d'une noblesse qui se retourne assez facilement contre la monarchie et qui revendique facilement son autonomie, voire ses droits, et dispose d'un caractère plus ou moins rebelle. Il y a, par exemple, pas mal de concurrents et d'opposants à Richelieu qui vont s'y fixer. Et puis, il faut rappeler d'ailleurs aussi que se maintient ou s'implante à nouveau dans le Paris traditionnel l'aristocratie parisienne qui existait auparavant à Paris, à l'image des Guises du XVIe siècle, et dont les Condés, en quelque sorte, peuvent prendre un peu la suite dans ce XVIIe siècle, avec d'ailleurs l'échec du projet royal, par contre, de 1609 pour ce qui concerne le Marais. Alors, il y a, Alexandre Gady l'a rappelé dans d'autres interventions aussi, le détournement nobiliaire de la place des Vosges, de la future place des Vosges, la présence active d'ailleurs dans les institutions notables et importantes de Paris des nobles, comme chez les Marguilliers, le rôle de la notabilité, et par exemple, y compris dans l'opposition à la monarchie, quand la monarchie commence à s'en prendre aux pauvres parisiens, et que finalement les nobles soutiennent. On peut dire que l'aristocratie parisienne, en fait, est encore peu une aristocratie de cour, que Richelieu, d'ailleurs, s'efforce de créer ou de renforcer. Même si ça marche d'ailleurs pour Claude, puisque Claude est fidèle à la régence pendant la Fronde et malgré sa disgrâce de la fin des années 1630, mais pas pour Condé d'ailleurs, avec des éléments de puissance et d'implantation, ces réseaux de fidélité qui vont jouer notamment en juillet 1652, et quand finalement il y a ce qu'on appelle une sorte de dictature condéenne qui s'implante à Paris, qui montre surtout aussi le déchirement justement des élites parisiennes. Il y a
en fait la même chose pour le quartier ouest peut-être. On pourra revenir justement sur l'histoire des Invalides, qui semble représenter la domination d'un Louis XIV et du roi de guerre, mais dont on dit pour le dôme, justement, qui détonne, en quelque sorte. Alexandre Gady en a une lecture royaliste, disons, tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'en ai vu des lectures beaucoup plus contestatrices. Au contraire, on dit que c'est un compromis avec la noblesse militaire et que le roi de guerre, dans ce cadre-là, n'est plus tout seul, que se révèle l'armée derrière le roi de guerre et surtout ses chefs. Et c'est le moment d'ailleurs où la noblesse militaire s'implante dans le quartier de Saint-Germain. Ainsi, la monarchie et sa noblesse de service au XVIIe siècle, à la fois participent de l'essor de Paris, d'où le projet de prolongement de Colbert, justement, Alexandre Gady nous a parlé, autour du Louvre en particulier, mais aussi la monarchie éprouve bien des difficultés, des peurs face à un Paris qui lui échappe, avec l'incapacité d'ailleurs, malgré les plans qu'on a vus à la fin de l'intervention d'Alexandre Gady, sur en quelque sorte le ceinturage de Paris par des innovations qui doivent guider en quelque sorte ou maîtriser le développement de cet organisme. Et bien justement l'incapacité de maîtriser ses limites et cette extension de Paris et de maîtriser ses populations. Par exemple, l'échec des politiques de répression, d'enfermement des pauvres, parce qu'il n'y a pas que le Paris des nobles qui augmente, il y a aussi le Paris des pauvres et la montée d'autres faubourgs à l'est de Paris. D'où, deuxième temps, le temps de Louis XIV et d'un Saint-Simon qui devient aristocrate de cour, le projet de divorce et de dissociation entre la cour et la ville de Louis XIV, et ce projet de substitution de Versailles dès les années 1660 à la place de Paris. Alors, il y a justement une sorte de dépossession et de délaissement de Paris qui est quand même minoré, même si on peut rediscuter, on le fera tout à l'heure, sans doute, de ce que nous a dit Alexandre Gady sur la place du roi à Paris et l'œuvre sous Louis XIV et par Louis XIV à cette époque. Et qu'il est vrai d'ailleurs aussi que dans les années 1670, on a un Colbert qui fait la navette entre Versailles et Paris et qui reste très parisien. Il y a aussi le fait que justement le roi, avec Versailles, dépossède et emporte une partie des élites liées à la direction de l'État, la noblesse de cour, la noblesse aristocratique des Saint-Simon notamment, avec justement ce grand mouvement de délocalisation qui a été confirmé par les études de Natacha Cockry, où la noblesse parisienne se reporte sur les quartiers ouest, Saint-Germain et maintenant Saint-Honoré et la rive droite de l'ouest de Paris, qui va caractériser justement la noblesse curiale parisienne. Bon, et c'est justement possible de l'illustrer par les Saint-Simon. Alors certes, pas tellement pour le mouvement intra-parisien, puisque les Saint-Simon sont déjà à Saint-Germain. Quoique, on peut rappeler que pendant quelque temps, juste avant son mariage, Claude Saint-Simon a habité dans le Marais, je crois 6 ans, et qu'il en est reparti le plus vite possible en voulant justement revenir à l'ouest et dans son quartier Saint-Germain. Mais le mouvement, par contre, des Saint-Simon, c'est bien d'aller habiter Versailles. Et avec un père de France, Claude, qui reçoit rapidement une terre qui va lotir d'un hôtel dès 1686, et que Saint-Simon va utiliser assez fréquemment, même s'il le fait assez malgré lui, en quelque sorte. Et puis, justement, notre lui, c'est le courtisan qui court et obtient à diverses reprises un logement tant demandé
au château, directement ou indirectement, et notamment dans les années 1710, quand sa femme devient dame d'honneur de la duchesse du Berry et profite donc des faveurs qui sont, des privilèges qui sont donnés à cette fonction. Bon. Et on peut rappeler d'ailleurs que quand Saint-Simon n'a pas son habitat dans le château, il est tout dépité parce que, comme il le pense, il est obligé d'aller habiter au bout du monde le soir, et le bout du monde, c'est son hôtel dans Versailles, donc c'est pas très loin en fait, mais Paris n'existe plus là-dedans. En fait, cette aristocratie de cour est avant tout et surtout cosmopolite, parce que elle reste, on l'a dit tout à l'heure, on va pas revenir dessus, elle reste parisienne. Toute sa vie, Saint-Simon dort bien des nuits à Paris, il mène une vie de sociabilité parisienne, notamment à du monde à dîner, va parfois au spectacle, par exemple en janvier 1710 avec les Orléans qui viennent de se rabibocher, le couple Orléans qui viennent de se rabibocher l'un l'autre. En journée, mène des visites, par exemple les Crozats au moment du mariage avec le comte d'Évreux. Mais justement, c'est le monde de l'entre-soi, parce que on va visiter les Crozats quand le comte d'Évreux devient l'un des membres de la famille Crozat, et que, en quelque sorte, même si Saint-Simon le déplore, eh bien, ça fait rentrer cette famille dans dans l'aristocratie. Alors, par le monde, les pratiques, les fréquentations, on est dans un milieu qu'on peut dire parisien, mais qui est en fait neutre vis-à-vis de Paris, et d'un Paris qui est en quelque sorte impavide, insipide. Paris n'existe ni dans son œuvre, ni dans l'historiographie, ni dans l'œuvre, ni dans la vie de Saint-Simon en quelque sorte, ni dans l'œuvre de Saint-Simon, ni de façon d'ailleurs très révélatrice dans l'historiographie de Saint-Simon. J'ai lu, j'ai relu, revu, passé en revue, tous les cahiers de Saint-Simon depuis leur origine. Eh bien, vous n'avez pas un sujet sur Paris, en fait. Et puis, quand on regarde une œuvre importante de Georges Poisson, Monsieur de Saint-Simon, eh bien, vous chercherez vainement un chapitre, dans les nombreux chapitres qui composent le livre, un chapitre sur Paris. Alors même que, on l'a rappelé tout à l'heure, Georges Poisson était un grand historien parisien. Paris n'est pas un sujet, en quelque sorte, pour reprendre ridicule, et le roi n'est pas un sujet. Eh bien ici, c'est pas le roi, justement. Le roi est le sujet, et Paris n'est pas un sujet. Saint-Simon est donc plus un urbain ou un citadin qu'un Parisien. Il n'est pas engagé, Saint-Simon, dans ni son père, dans les fonctions de marguillier, les notabilités officielles du gouvernement parisien. Il n'a pas de considération et d'intérêt, à ma connaissance, de considération et d'intérêt aux enjeux parisiens, tant que ça reste des enjeux parisiens d'ailleurs. Et par contre, il présente toutes les mobilités, par exemple, du citadin noble. Il a une très forte mobilité, de très nombreux déplacements, avec d'ailleurs des carrosses et des chevaux en nombre important. Et par exemple, quand en 1719, il fait un bon héritage, l'un des seuls bons héritages qu'il fait, où il reçoit à peu près 500 000 livres, si je me souviens bien. Il achète un grand terrain à Saint-Germain, à côté de son hôtel, mais ça n'est pas pour spéculer, c'est pour y loger deux carrosses qu'il ne peut pas faire manœuvrer dans l'hôtel voisin. En fait, et encore plus, Saint-Simon, c'est un cosmopolite. Il s'agit de se fréquenter entre soi, que ce soit à la ville ou à la campagne. À la Ferté, eh bien, il y amène d'ailleurs des amis comme les Lauzins en 1705, en vacances. Il s'agit que ce soit donc la ville, que ce soit la cour, ce pays particulier qui est donc distinct du reste. Et on peut d'ailleurs même étendre les choses, puisque la cour n'a pas de frontières, n'a pas de patrie, et qu'il va, en quelque sorte,
l'européaniser avec évidemment le voyage en 1721 en Espagne, dont il reviendra d'ailleurs forcément avec la grandesse, et donc des marques justement d'aristocratie cosmopolite. À Paris d'ailleurs, il faut rappeler que Paris est absent de l'écriture de Saint-Simon parce que ça relève de sa vie privée et que les nobles, comme on s'appelle Jean-Marc, ne parlent pas de leur vie privée, de leur vie intime. Et puis les Saint-Simon restent des locataires surtout, alors qu'ils ont par exemple occupé l'hôtel l'hôtel Selbois pendant 43 ans, mais en tant que locataire. C'est bien l'aristocratie parisienne, selon Mathieu Marot, justement. Ça n'est pas d'ailleurs la quantité des résidences qui compte, mais leur diversité. Et en creux, donc, avec Saint-Simon, on voit bien l'histoire du divorce entre Versailles et Paris, entre la cour et la ville, parce que de plus en plus, cette aristocratie, c'est l'aristocratie du roi, c'est l'aristocratie de la cour. On retrouve d'ailleurs ce que Laurence Cros a caractérisé dans plusieurs de ses publications quant à l'évolution de la géographie imaginaire de l'espace parisien au temps des Louis, en quelque sorte, avec l'installation du roi et de la cour à Versailles dans les années 1680. On oppose un centre qui est Versailles, espace curial et politique, et Paris, une périphérie, un espace dominé et minoré. Mais comme le rappelle justement Laurence, cet imaginaire n'a pas fini d'évoluer parce que cette évolution n'est pas terminée. Elle va se poursuivre au XVIIIe siècle et parce que d'ailleurs, ça n'est pas un mouvement linéaire, c'est un mouvement qui est contrebattu à certains moments. Et là, je vais passer justement à mon troisième et dernier temps, au temps de Louis XV, si j'ai encore le temps. Au temps de Louis XV, où on pourra dire que là, on a un Saint-Simon qui est effectivement parisien. Mouvement non linéaire, parce que Paris résiste et que Paris reconquiert en quelque sorte des marges d'importance avec la deuxième moitié du règne de Louis XIV et la fin du règne de Louis XIV, avec une remontée politique, une remontée par exemple de l'opposition politique. Je passe, j'ai pas le temps j'ai pas le temps de développer, c'est pas essentiel de toute façon. Et il s'agit de voir qu'il y a une sorte de résistance politique et sociale à l'essai d'intégration de des élites parisiennes dans le giron de la monarchie. Alors ça se voit par les résistances de la municipalité et des autorités autour de la Seine vis-à-vis du commandement parisien. Ça se voit dans la contestation des instruments de prise de contrôle de la monarchie avec sa contestation de sa police, de la Rémy et d'Argenson, par exemple. Ça se voit aussi avec l'inexistence de ce qu'on a longtemps supposé se réaliser, la fusion des noblesses, que conteste très fortement justement Robert Dessimon, son école, disons. Saint-Simon, d'ailleurs, en est un contestataire. Il n'est pas pour la fusion de ces noblesses, et on en a de multiples marques de manifestations avec des refus, des oppositions, comme la querelle du bonnet, la crise de la courtisanerie aussi, que confirme Bury pour les traités de cour ou Frédéric Leferme-Falguière pour la réputation des courtisans. Et donc, on est en face de l'obligation, justement, que je ne vais pas expliquer, de la monarchie de retourner à Paris avec sa cour en 1715. D'où, à ce troisième temps, justement, 1715, un nouveau mariage et la diffusion à nouveau de la cour dans la ville, peut-être la cour qui se met à rimer avec la ville. Alors, je pourrais citer, par exemple, simplement l'œuvre d'un autre chroniqueur de l'époque qui s'appelle Dubois de Saint-Gelais, et qui va publier à partir de 1717 une histoire journalière de Paris, dont il dédie
l'œuvre et la préface au petit Louis XV, justement parce qu'il y explique dans cette préface que la ville n'existe pas sans la monarchie et la monarchie n'existe pas sans la ville. La cour et la ville, c'est la même chose. Et du coup, pour Dubois de Saint-Gelais, il y a justement la possibilité de faire comme Dangeau faisait à Versailles, une histoire de la cour, mais cette fois dans l'histoire journalière de Paris. C'est ce qu'il veut faire. Et on s'aperçoit d'ailleurs que le Mercure galant fait en quelque sorte la même chose à partir de cette époque. Je passe la citation parce que je n'ai pas le temps. À partir de là, on peut se demander si ce remariage va fonctionner. Il y a des éléments qui fonctionnent pendant au moins les débuts de la régence. Il faut rappeler d'ailleurs que justement le régent et Louis XV vont avoir une popularité extraordinaire, y compris dans les milieux, cette fois populaires, et pas simplement les milieux, les élites parisiennes. Et ça marche d'ailleurs jusqu'au système de l'eau, qui fait basculer assez largement les choses. Et à ce moment-là, on retourne sur le schéma inverse, c'est-à-dire justement le fait que forcément la cour va repartir de Paris parce que finalement le pari de la réimplantation dans le Paris de l'époque, dans la ville, va échouer. Je me résume pour aller vite. Va échouer. Le montre bien toute une série de manifestations, de refus de la part de Paris vis-à-vis du régime, comme par exemple le système de l'eau et ses grandes manifestations, les opérations autour de l'insécurité et cartouches, les grèves très nombreuses de domestiques d'ailleurs, qui sont des intermédiaires entre les élites et les milieux populaires. Et aussi le refus des élites parisiennes avec, par exemple, la remontée du Parlement. Bon. Et à ce moment-là, on va avoir d'ailleurs, de façon significative, une accélération du mouvement de délocalisation de l'aristocratie de cour en direction de l'Ouest, avec d'ailleurs aussi les financiers qui les accompagnent. C'est bien la manifestation que finalement, la cour n'a pas réinvesti toute la ville et que la cour repart vers l'ouest, ce qui va se passer à partir donc, de 1722 avec un nouveau divorce de la ville et de la cour et le retour à Versailles. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Laurence Cros poursuit l'évolution de l'imaginaire parisien, puisque de l'espace parisien, puisque désormais, l'ouest de Paris, c'est Versailles, qui avance donc vers son est, et le reste de Paris est exclu, en quelque sorte. Ça n'est plus de la périphérie. Paris est coupé en deux. Et une grande partie, dont le centre de Paris et l'est, sont exclus, en quelque sorte, de cet imaginaire parisien. Ce que se montre... Excusez-moi, il faut que... Je pense qu'on conclure parce que nous attendons... Oui, justement, j'y arrive. D'accord, pardon. Merci beaucoup. On débouche justement sur le fait que on aboutit à un schéma nouveau de Paris qui se divise justement en deux. C'est le schéma du XVIIIe siècle et qui va nous mener évidemment à la Révolution française, à l'opposition en quelque sorte frontale entre le quartier du faubourg, les faubourgs Saint-Germain aristocratiques et les faubourgs populaires de Saint-Antoine et de Saint-Marcel, dont j'espère tout à l'heure on rappellera aussi la montée déjà. On va avoir cette opposition entre l'ouest et l'est de Paris, dont une partie se tourne vers la cour et l'autre résiste justement à la cour. Et là-dedans, notre Saint-Simon, puisqu'il abandonne en 1723, après ses échecs de la Régence, il abandonne Versailles, il devient effectivement parisien.